damas est l'une des techniques de forge les plus difficiles. Oh, mince. C'est pas vrai. C'est aussi l'une des plus impressionnantes. Aujourd'hui, 4 forgerons vont s'affronter pour tenter de devenir le champion de Damas. Je m'appelle Ryan Sorrells, j'ai 20 ans, je suis artiste et forgeron et je viens du Colorado. J'ai toujours adoré fabriquer des choses avec mes mains. Alors quand j'ai découvert que je pouvais jouer avec du feu et du métal, franchement, j'ai pas hésité. Je m'appelle Jason, j'ai 44 ans. Je viens de l'État, je suis forgeron amateur depuis 25 ans. J'ai servi 6 ans dans le 2e bataillon de Rangers américains, compagnie Alpha. Ça fait plusieurs années que j'ai envie de faire ça, et me voilà. Je m'appelle Matt, j'ai 41 ans et ça fait 20 ans que je fabrique des couteaux. Je suis avocat depuis 14 ans. Je suis là pour gagner cette compétition et pour pouvoir m'en vanter auprès de mes amis. Encore plus que maintenant. Je m'appelle Abram Perry, j'ai 20 ans. Je suis forgeron amateur depuis 4 ans et je viens de Salt Lake City. Au lycée, j'avais pas mal de temps libre. Je cherchais de nouveaux moyens d'impressionner mes amis et surtout les filles. J'ai appris à forger et aujourd'hui j'adore ça. C'est devenu ma passion. Bienvenue à la Forge. Choisi pour participer à une compétition exceptionnelle dans laquelle vous allez devoir affronter vos concurrents et le chronomètre. Vos armes seront évaluées par nos juges qui choisiront celui d'entre vous qui repartira avec le titre de meilleur forgeron et un chèque de $10 000. Maintenant, parlons d'acier. Vous allez devoir forger vos lames avec ceci. Ce sont des barres d'acier carboné pour forger de l'acier. Nous avons du 1095, du 15N20 et du 80CRV2, ainsi que du nickel et du cuivre. C'est avec ça que vous devrez forger une lame en acier de Damas dans le style de votre choix. Mais soyez ambitieux, car vous allez devoir impressionner les juges, non seulement avec vos motifs de Damas, mais aussi avec l'aspect général de vos lames. Nous avons baptisé cette épreuve le champion de Damas. Et c'est là que ça devient intéressant. Au lieu d'avoir une manche de 3 heures, vous aurez une seule manche de 5 heures consécutives. Celui qui impressionnera le plus les juges au bout de ces 5 heures sera dispensé de test et sera automatiquement qualifié pour la dernière manche. Et ce n'est pas tout. Il pourra aussi choisir l'arme que lui et son concurrent devront forger lors de la finale. Ça met la pression. Il y en a un qui va directement en finale et les 3 autres qui devront regarder Jen Nielsen fracasser leur arme contre un truc super dur. Très bien. Les 3 forgerons restants verront la résistance et le tranchant de leurs lames testés sur le champ. L'efficacité et la résistance des lames seront testées sur des poutres de bois et leur tranchant sur des cartes à jouer. Messieurs, c'est votre chance d'impressionner les juges. Vous avez 5 heures devant vous. Bonne chance, le chrono commence maintenant. On va voir qui va vous impressionner. Qu'est-ce que vous aimeriez voir en Damas? Des plumes? Des plumes? Oui, un motif de plume. Moi, j'aimerais bien voir un motif gomaille. Moi, ce que j'aimerais voir déjà, c'est un motif. Ça voudra dire que le Damas est réussi. Je prends l'acier et je file à la meuleuse. Il faut aller vite. Pour cette épreuve, je vais souder 5 barres. La barre du milieu aura un motif échelle avec 40 couches. Et de chaque côté, je vais torsader 2 barres en miroir et je vais assembler. Ils ont beaucoup de possibilités pour forger leur lame. Mais la clé, c'est d'avoir un motif de Damas qui soit complexe et très bien réalisé. Si j'arrive à faire ce que je veux, je crois que ça devrait plaire aux juges. Je ne vais pas me ménager. Je vais viser haut. J'alterne les couches de 1095, de 80CRV2 et de 15N20 plusieurs fois. Et je fais une couche sur les bords. Il faut combien de couches minimum pour qu'un motif apparaisse? Pour que le motif soit bien visible, il faut au moins 150 couches. Sinon, ça ne ressemblera que grossièrement au motif visé. L'un de nous 4 ira directement en finale s'il parvient à impressionner les juges avec son Damas. Alors je vais tout donner. Je vais essayer de faire un motif. Donc je cours à la meuleuse et j'empile 20 couches sur ma première billette. Je vais essayer d'obtenir un motif en dents de requin en creusant des sillons dans l'acier. Ça devrait créer un motif très sympa.
Qu'est-ce qu'il fait, Ryan? Il est content, alors il danse. Je suis pas sûr de pouvoir obtenir un motif très élaboré en seulement 5 heures. Alors, je vais opter pour un motif échelle. Je vais commencer avec 10 couches parce que je veux pas avoir trop de matière. Mais j'ajouterai du métal au fur et à mesure de la découpe et de la soudure. Le motif échelle devrait bien ressortir. 10 couches, c'est risqué. Oui, Matt a laissé beaucoup de métal sur sa table. À sa place, j'aurais commencé avec une plus grande billette. Après quelques passages à la presse, je pense que la soudure a bien pris. Je vais pouvoir enchaîner. Ryan dessine des losanges à la disqueuse sur sa billette. Qu'est-ce que ça va donner une fois qu'il l'aura étiré? Une sorte de motif échelle chatoyant, mais en losange. Un peu comme s'il y avait des chevrons sur toute la hauteur. Abraham va torsader. Joli. J'espère que ça va bien se passer. S'il n'aurait pas le temps de recommencer. C'est la plus belle technique qu'on ait vue jusqu'ici dans cette émission pour torsader une billette. La première billette est torsadée. Je vais tourner la deuxième dans l'autre sens. Pour le torsadé turc. En tournant dans des sens différents, ça va faire un motif en étoile. S'il y arrive, ça peut être sympa. Oui, il manipule les couches de différentes manières et ça va se voir. Je suis osé pour un forgeron aussi jeune. Ce forgeron a de l'ambition, c'est bien. J'ai torsadé mes 4 billettes. Et ça a l'air de tenir. Je passe à l'enclume pour les façonner. Une fois que ma billette est bien soudée, je passe à la presse pour l'étirer jusqu'à ce qu'elle double de longueur. Et ensuite pouvoir la replier. Ce qui me donnera une billette de 20 couches. Toutes ces billettes manquent de couches. Il en faut plus que ça pour avoir un motif. Maintenant, j'ai mes 20 couches. Je vais découper cette billette en 4 morceaux que je vais empiler pour obtenir 80 couches. Quand je vois ce que fait Matt, je me dis qu'il aurait pu avoir ses couches depuis le début. Oui, on leur avait donné 40 morceaux d'acier. Ouais. Une fois que j'ai terminé, j'essaye d'étirer ma billette pour pouvoir la plier. On dirait que sa billette s'est fissurée à l'avant. Ouais, il y a une grosse fissure à l'avant. Ça ne m'étonne pas, il est très agressif et la billette n'est pas assez chaude. Je viens de gâcher 1h30 de travail. Ma billette s'est fissurée au milieu. C'est la pire chose qui pouvait m'arriver. Je n'ai pas envie de repartir avant même. Soit j'abandonne cette billette, soit j'essaie de la réparer. Ça ne va pas. Ah, Jason vient de poser sa billette par terre. J'espère qu'il recommence. Je décide de recommencer avec une nouvelle billette. Mon plan initial est tombé à l'eau. Alors je n'ai plus le temps de faire un motif échelle. Je vais me contenter d'un motif goutte de pluie avec moins de couches. Pas beaucoup de couches. Il doit forger une lame de 30 cm. Ça fait pas beaucoup de métal à travailler. Moi qui voulais viser haut, je me retrouve à faire le minimum pour avoir quelque chose à présenter. Abraham va souder sa billette. C'est un moment critique. Il a une billette très complexe qu'il va devoir souder. Cette étape est décisive. Je n'ai plus le temps de recommencer. Il faut absolument que ça marche. Si la billette se plie, les couches risquent de se séparer. Ou des fissures pourraient apparaître. Et je ne peux pas me permettre que ça arrive. La soudure a l'air de bien tenir. Ça a l'air d'aller. Je suis super content. Il ne me reste plus qu'à façonner ma lame. Messieurs, vous nous impressionnez déjà, mais il ne vous reste que 3 heures. Avec le motif dents de requin, je vais pouvoir forger ma lame. Comme on a le choix du couteau, je sais exactement ce que je vais faire. Je vais faire un couteau Bowie courbé. Ça va impressionner les juges. Ryan a l'air d'avoir bien avancé sur sa lame. Le forgeage se passe bien. Ça prend forme. Je suis content. Ma dernière billette est bien étirée. Je vais faire un couteau Bowie Spare Point. Ça devrait plaire aux juges. Et je sais que je peux le terminer dans les temps. Je vais forger un couteau Bowie avec un motif échelle modifié. Matt travaille sa lame. Elle est encore épaisse, alors il dessine le motif échelle. Son
ne sera pas vraiment un motif échelle si on réfléchit bien. Il y en aura peut-être tout en haut, mais le reste va être effacé par la meuleuse. Messieurs, il vous reste 2 heures. Matt et Jason vont devoir accélérer. J'ai mes 20 couches, c'est suffisant pour faire apparaître un motif. Alors je passe à la perceuse à colonne pour faire les trous. Jason a vu que les billettes de ses concurrents étaient très élaborées, alors il a opté pour les gouttes de pluie. Sur une billette de 20 couches. Ça ne suffira pas. Ça ne sera pas très impressionnant. Je vais fabriquer un poignard avec une garde courbée et un pommeau. Les biseaux sur les moutures devraient faire ressortir les motifs de la lame. Ça devrait impressionner les juges. En tout cas, j'espère qu'ils apprécieront l'effort. C'est un poignard. C'est une petite lame. S'il veut nous impressionner et éviter les tests, il lui faudra un beau motif et un bon manche. Mon acier commence à ressembler à une lame. Et j'avance bien. Mais Abraham montre des signes de fatigue. Il a des crampes au poignet. Je sais ce que c'est. je transpire beaucoup. Je sens que je suis déshydraté. Alors j'essaie de boire, mais ça ne me réussit pas vraiment. Oh non! J'ai déjà vu des candidats abandonner parce qu'ils étaient déshydratés. Il a l'air déshydraté. Je ne suis pas sûr, je crois qu'il a bu trop vite, en voulant s'hydrater. Comment ça va? Ça va, j'ai été déshydraté et j'ai bu un peu trop vite, alors c'est ressorti. Je me sens mieux maintenant. Buvez des petites gorgées, sinon ça remonte. Ouais, c'est de ma faute. Le médecin a donné son feu vert pour qu'il continue. Allez, j'y retourne. Je suis pas au mieux de ma forme, mais j'ai pas le temps de me concentrer là-dessus. J'ai plein de choses à faire. La trempe est une étape décisive. C'est le moment. Ryan a trompé. Ouais, c'est le premier. Ma lame est bien droite. Je suis soulagé. Et 2-2. Ma lame est droite. Tout va bien. C'est une bonne nouvelle. Jason a trompé. C'est bien qu'il ait réussi à tremper. Ma lame est légèrement déformée. Mais j'ai assez d'épaisseur pour pouvoir retirer ce qui dépasse. Abraham trempe. C'est le dernier. Ma lame est droite, c'est génial. Je vais pouvoir passer au manche. Il ne vous reste plus qu'1 h 30 minutes. Déjà dans le bain d'acide. Ce n'est pas exactement ce que j'attendais. Il y a des trucs sympas, comme des lignes arrondies. Mais je sais que les juges vont tout regarder. Alors je vais faire en sorte d'ajouter un élément qui va rendre le couteau un peu plus joli. Je décide d'ajouter une gouttière à ma lame, en espérant que ça révèle des motifs enfouis et que ça crée un contraste entre les couches. C'est une bonne idée pour faire ressortir le motif. C'est peut-être une bonne... La pression commence à monter. Je dois percer le manche. Si je me dépêche, j'aurai peut-être fini à temps. J'ai choisi du rouge pour mon passé militaire. C'est une façon de rendre hommage aux soldats qui sont sur le terrain. Les rivets et les plaquettes sont en place. J'ai juste le temps de poncer mon manche. Je voulais faire une garde courbée des deux côtés, ça va pas être possible. Je vais plutôt faire une garde en S. Ça me fera gagner du temps. La garde en S d'Abraham est bizarre. Elle est très épaisse, et le S a l'air trop petit. Une fois que le manche sera fixé, il n'y aura plus de place pour mettre les doigts. On ne va pas juger que les motifs d'Amas, on va juger le tout. Ils doivent nous impressionner avec la lame et le style du couteau, mais aussi avec la garde et le pommeau qui peuvent aussi être en damas. C'est un tout. Si je passe les tests, il faut qu'elle soit à la fois fonctionnelle et agréable. Ah, t'as une belle lame. Oui, mais c'est le manche qui m'inquiète. Ce manche va me rendre fou. J'essaie d'insérer la soie dans un trou, mais ce trou est trop petit pour l'accueillir. Je fais des allers-retours entre la perceuse à colonne pour faire un trou assez grand et la meuleuse pour affiner la soie. Voilà, je vais pouvoir avancer. Mais j'ai peur d'avoir fait plusieurs petites erreurs qui m'ont fait perdre beaucoup de temps. L'heure tourne. Je dois encore tout coller. Et je dois affûter ma lame. Ça va être chaud, mais je vais y arriver. Il a démarré en trombe et il n'a pas ralenti depuis.
Je colle le manche et je file à la meuleuse. Ce n'est pas très pratique de meuler avec les serre-joints autour du manche. Ce serait super d'éviter les tests. Et si je pouvais choisir l'arme finale, ce serait encore mieux. Ce serait un énorme avantage. Mais je ne suis pas sûr d'aller directement en finale, alors il faut que mon couteau soit prêt pour les tests. Cinq, 4, 3, 2, 1. Posez vos outils, éteignez vos machines. Segment. La consigne était d'impressionner les juges. J'ai choisi le Damas torsadé turc parce que je pense que ça montre ce dont je suis capable en tant que forgeron. J'espère que je serai qualifié pour la suite, mais rien n'est gagné. Les forgerons se sont retirés. Vous allez pouvoir choisir celui qui vous a le plus impressionné. Celui que vous choisirez sera automatiquement qualifié pour la manche suivante, sans passer par les tests. Donc, commençons avec Ryan. Le motif est bien visible. On voit les couches, y compris sur le dos de la lame. Le manche est un peu petit, mais il est agréable. Et il est bien arrondi. Le ressenti général est bon. Je pense qu'il serait efficace. Très bien, passons à Jason. Il avait d'autres ambitions pour cette lame, mais il a dû recommencer et il a fait un couteau de survie. Je ne sais pas ce que c'est censé être, mais je salue l'effort. En revanche, passionné, et c'est difficile à faire avec un Damas de 20 couches. Au suivant, le couteau de Matt. De toutes les lames qu'on a vues jusqu'à présent, c'est celle-ci qui a la plus belle forme. À partir d'ici, je suis convaincu. D'accord. Mais il y a du jeu au niveau de la soie. Il n'y a qu'un seul rivet. C'est une catastrophe assurée. Très bien. Et... Abraham a fait de l'excellent travail avec son Damas. Mais cette arme est très légère. Si on bouge un tout petit peu la main, le doigt frotte ici. La garde n'est pas assez arrondie. Il a dû manquer de temps et passer à autre chose. Bon, je comprends, mais le résultat n'est pas à la hauteur de ce qu'il voulait faire. C'est dommage. Très bien. C'est une décision difficile. Jeff, vous avez choisi? Oui. Doug? Oui. Très bien, qu'il revienne. Messieurs, lors de cette épreuve du champion de Damas qui a duré 5 heures, nous vous avions demandé de forger une lame qui impressionnerait nos juges grâce à leur motif Damas et à leur aspect général. Celui qui a forgé l'arme la plus impressionnante est... Ryan, félicitations, votre lame est la plus impressionnante et Doug va vous dire pourquoi. Ryan, votre lame est la plus réussie sur le plan de la fabrication. Vous avez réussi un très beau motif de Damas. Félicitations. Merci. Bravo Ryan. Vous évitez l'épreuve des tests et vous allez tout droit en finale. Vous pouvez sortir, on vous retrouve pour la finale. Je suis trop content d'aller directement en finale et de ne pas risquer que ma lame se casse en deux pendant les tests. Bienvenue au test de résistance avec nos poutres de 10 sur 10. Je vais prendre chacune de vos lames. Jason, vous êtes prêts? Allez, c'est parti. Je n'ai pas eu le temps de faire une lame aussi belle que ce que j'aurais voulu, mais je pense qu'elle résistera au test. Beau travail, Jason. Vos lignes sont un peu curieuses, mais tout est resté en place. Le fil n'est pas ébréché, ça n'a pas bougé. Ce qui me dérange, c'est le manche. Il n'est pas inconfortable, mais s'il avait été plus large au bout, la main aurait été mieux tenue. Mais dans l'ensemble, c'est du beau travail. Merci. Allons-y. J'ai assemblé mon manche en 20 minutes. Je suis sûr que la lame va tenir le coup. Mais par contre, pour le manche, je ne suis pas sûr. On va bien voir. Bravo, Matt, il a tenu. Merci. Votre lame est magnifique. L'acier est réussi. Votre lame est très tranchante. Elle n'a pas bougé. C'est du beau travail. Merci. Abraham, vous êtes prêt? Non, mais j'ai pas le choix. J'espère que ma lame ne va pas se briser pendant le test. Je suis un peu stressé. 2 forgerons seront éliminés, et il n'y en a qu'un seul qui continuera. Alors on verra.
Ça m'arrache la peau. Abraham, tout d'abord, je vous félicite pour votre travail sur le Damas. Le motif est superbe. La garde et le manche. Quand je me sers du poignard, j'ai le doigt qui frotte contre la garde. Il n'y a pas assez de place. Et ça a commencé à me blesser. Alors j'ai dû arrêter. D'accord. Abraham, je vous avais demandé d'impressionner les juges avec un motif Damas et vous l'avez fait. Mais votre manche n'étant pas terminée, Jay n'a pas pu aller au bout du test. Je vais donc vous demander de... Merci. Ma garde était un peu trop pliée, et Jay n'a pas pu aller au bout du test. Je suis d'accord avec les juges. Si vous voulez participer à l'émission, n'oubliez pas de vous hydrater. Et après, ne buvez pas trop vite. Jason, Matt, félicitations, vous avez survécu au test de résistance et vos lames sont en un seul morceau. Mais nous devons encore déterminer qui rejoindra Ryan pour la finale. Et pour cela, il reste le test de tranchant. C'est tout qui va... Messieurs, bienvenue au test de tranchant avec les cartes à jouer. Matt, à vous l'honneur. Je suis prêt. Allons-y. C'est tranchant, il n'y a pas de doute. Matt, votre lame coupe bien. Votre fil de lame est bien affûté, très ergonomique. Il a une bonne prise en main. En somme, elle peut couper. Merci beaucoup. Jason, vous êtes prêt? Quand vous voulez. Jason, parlons de votre arme. Votre fil de lame n'est pas tout à fait droit quand on le regarde. Mais il a tranché, alors je dirais que votre arme peut couper. Merci. Messieurs, vous vous êtes tous les deux illustrés lors de nos tests. Mais seul l'un d'entre vous affrontera Ryan lors de la dernière épreuve. Celui qui va quitter la forge est... Jason, votre lame n'est pas de taille, et David va vous dire pourquoi. Vos deux lames ont très bien résisté au test, alors c'est le design qui a fait. La lame est irrégulier, votre motif n'est pas assez ressorti, et votre manche manque à définition. Voilà pourquoi vous êtes éliminé. Jason, vous pouvez être très fier de vous. Mais malheureusement, je vais vous demander de quitter la forge. Merci à vous. Merci. Je n'ai pas été surpris quand Grady a dit mon nom. C'est la meilleure arme qui a gagné. Je suis content pour Matt. Cette aventure a été à la hauteur de toutes mes attentes. Tous mes vœux à Matt et à Ryan. Ryan, Matt, félicitations à tous les deux. Vous avez réussi la première manche de cette première épreuve du champion de Damas. Vous allez donc avoir 4 jours pour vous affronter depuis chez vous. Ryan, c'est vous qui avez le plus impressionné les juges lors de la première manche. Alors vous allez pouvoir choisir entre ces 3 modèles. L'épée crochet, le kilige et enfin le panama. Qu'en pensez-vous? Je n'ai vraiment pas envie de forger une lame en forme de crochet. Mais je veux pas non plus faire trop simple. Le kilige. Le kilige, très bien. Le kilige est apparu au XVe siècle sous l'Empire ottoman. Sa lame courbée, tranchante et légère, conçue pour être utilisée à une main, était parfaite pour que les guerriers à cheval assènent des coups mortels à leurs ennemis. Cette arme magnifique est déjà apparue dans la saison où 2 candidats ont eu des difficultés avec la longueur de la lame et la languette. Mais c'est finalement une lame tordue lors des tests qui a coûté la victoire à l'un des forgerons. Votre lame de la pointe au bout du fil de lame doit faire entre 71 et 76 cm en ligne droite. Au niveau du manche, vous devrez avoir une garde d'au moins 18 cm ainsi qu'une languette vers l'avant et une autre vers l'arrière de chaque côté. Et enfin, comme il s'agit du champion de Damas, vous allez devoir forger ces lames à partir pour impressionner les juges. Ça va être un enfer de forger autant de Damas. Au diable la vantardise. Je retire tout ce que j'ai dit au début. Bonne chance et à dans 4 jours. Bonne chance. Bonne chance. Je suis de retour dans le Colorado et je suis prêt. Je vais forger un Damas mosaïque tressé. Je vais souder puis découper en plusieurs morceaux pour pouvoir former ma mosaïque. Ça va demander beaucoup de forgeage et de nettoyage. Mais j'espère que ça vaudra le coup. Ça devrait être sympa. Je suis content d'être de retour dans les montagnes de la Virginie.
Aujourd'hui, je vais forger une billette de 200 couches. J'espère pouvoir la terminer d'ici ce soir. Je vais forger une lame avec... Le plus difficile, ça va être de réussir le Damas et d'obtenir une billette bien solide. Je sais que ma lame va être soumise à des tests impitoyables. Pour l'instant, je suis content. Deuxième jour. J'ai la forme que je voulais pour ma lame. Je vais passer au traitement thermique. Super. Il faut que le traitement thermique soit bon. Si la lame n'est pas solide et qu'elle ne résiste pas, ça risque de se déformer. La lame part légèrement vers la droite. Alors je vais la mettre entre deux planches de bois parce que si je ne corrige pas ça tout de suite, ça me rattrapera plus tard. Elle est droite. Début du 3e jour. Aujourd'hui, je veux renforcer la lame de mon épée. À ce stade, si la lame est ratée, vu le temps qu'il me reste, eh bien, je ne pourrai pas en faire une autre. C'est bon. Ça va. 4e jour. Je vais fixer les languettes et le manche. Je vais devoir les incruster pour qu'ils tiennent correctement. Je n'ai eu que 4 jours pour forger un Kilige. Alors j'ai dû me dépasser pour tout faire. Notamment un beau motif mosaïque. Je vais tremper la lame dans l'acide et on va voir si les motifs ressortent bien. C'est le moment de vérité. Vous avez vu ça? Le motif ressort super bien. Je suis trop content, c'est génial. Il ne me reste plus qu'à assembler les parties. Et voilà un Kilige. J'ai fait de mon mieux. J'ai hâte de voir ce que Matt a fait. J'espère gagner les 10 000 $. Et voilà. 4e jour. Il faut que je fixe la garde et que je finisse le manche. Je veux ajouter du poids au manche et je veux qu'il soit bien à fond, qu'il soit agréable à manier. Mon manche est grossièrement façonné. Il me reste une trentaine de minutes de travail dessus. Il y a du jeu entre le manche et la garde. Je vais essayer de combler ça. Ces petits défauts n'auront pas de conséquences sur l'utilisation de l'arme, c'est juste une question d'esthétique. Le manche est prêt. Il n'est pas vilain. Je pense que le résultat est pas bien. Hâte de voir l'épée en action. Ça va être sympa. Ryan, Matt, content de vous revoir à la forge. Vous avez eu 4 jours chez vous pour forger un Kilige. Avant de passer au test, parlez-moi de ces lames. Ryan, comment ça s'est passé? Très bien. J'ai fait une mosaïque tressée avec du 10-95 et du 15N20 sur un centre en 80 CRV2. La garde est bronze et le manche est en érable. Il est magnifique. Matt, parlez-nous du vôtre. La lame est composée de 235 couches de 80 CRV2 et 15N20 et le manche est en micarta ancien. Messieurs, vos 2 armes sont absolument magnifiques. Mais on veut savoir si elles sont solides, si elles sont tranchantes et si elles sont létales. Commençons par le test de létalité. Messieurs, bienvenue au test. Ryan, vous êtes prêts à commencer? Oui, allons-y. Allez, on y va. Mon épée est belle. J'espère qu'elle sera efficace. Il y a un cochon qui pend et qui va finir en tranche. Ryan, parlons de votre Kilige. Pour commencer, j'aime beaucoup le motif de Damas que vous avez obtenu. J'apprécie aussi la forme traditionnelle du Kilige, avec les lignes parallèles et la courbe au bout. C'est ce qu'on recherche avec ces armes historiques. Au niveau du manche, tout est bien lisse. Il n'y a rien qui accroche. Votre fil de lame est tranchant. Il a presque traversé la carcasse et les tatamis. En somme, votre arme peut tuer. Super. Matt, vous êtes prêts? Je suis prêt. Allons-y. La première chose que je vois, c'est un pas de main morte quand il teste les armes. Peut-être que ma lame va se plier.
Killige. Ce n'est pas un modèle traditionnel. Vous n'avez pas de ligne parallèle. La lame est courbée à partir du manche. Votre manche n'est pas non plus typique d'un Killige. Mais votre lame est très tranchante. La maniabilité et l'équilibre sont très bons. Et on peut dire que votre Killige peut tuer. Merci beaucoup. Messieurs, bienvenue au test de résistance et de tranchant. Je vais tenter de couper ce liane et de casser ces crânes. Je ne vais pas me retenir. Je vais m'amuser un peu. Ryan, vous êtes prêts? Faites-vous plaisir. Très bien. Ces crânes sont solides. J'espère que ma lame ne va pas se casser en deux. Je connais la réputation de Jay. C'est parti. Beau travail. Votre lame est restée très tranchante. Super. Elle ne s'est pas ébréchée. Elle coupe très bien. Elle a passé le test haut la main. Bravo. Matt, c'est toujours sympa de passer en second, hein? Je suis prêt. Ça tombe bien, moi aussi. Beau travail, Matt. Merci. La lame est super, le poids est top, le damas est bien ressorti. Il y a un tout petit éclat. Oh, c'est vraiment minime. Le manche est un peu atypique. Et à ce niveau-là, vous auriez pu l'arrondir un petit peu plus. Il est un peu rêche au niveau du pouce quand je fais ça, mais bon, rien n'a bougé. Bravo. Merci beaucoup. C'est serré. Messieurs, excellent travail. Les juges vont devoir choisir celui d'entre vous qui remportera le titre de meilleur forgeron et qui repartira avec le chèque de 10 000 $. Je vais donc vous demander de quitter la forge, s'il vous plaît. On a 2 superbes lames pour un seul gagnant. Il va falloir choisir. Jay? Je crois que je préfère celle de Ryan. Elle est très confortable. Elle est traditionnelle. Et la courbe est au bon endroit. La lame de Matt a un petit éclat sur le fil. Et le manche et la garde sont un peu rugueux. Très bien. Doug, l'épée de Ryan est très bien réalisée, de bout en bout. Quant à celle de Matt, la garde et le manche ne correspondent pas au Killige traditionnel auquel on pourrait s'attendre. Très bien. Bon, on dirait qu'il y a du pour et du contre de chaque côté, mais il va falloir choisir. Doug, c'est bon. Jay? Moi aussi, très bien, qu'ils reviennent. Messieurs, vos 2 épées ont passé les tests haut la main. Mais seul l'un d'entre vous repartira avec le titre de meilleur forgeron et un chèque de 10 000 $. Nos juges ont pris leur décision. Le nouveau meilleur forgeron est... Ryan. Félicitations. Matt, c'était très... Matt, votre épée est très réussie. Vous pouvez être fier de vous. Mais un petit éclat est apparu après le test de résistance et puis j'ai senti quelques endroits un peu rêches sur le manche. Mais c'est la fidélité historique qui a fait la différence. Votre Killige est trop éloigné du modèle traditionnel. Voilà pourquoi vous êtes éliminé. Je comprends. Matt, vous avez forgé une lame magnifique qui a très bien réagi au test. Malheureusement, vous avez été éliminé. Je vais vous demander de quitter la forge. Félicitations, Ryan. Beau travail. Merci. Les juges, Ryan a fait de l'excellent travail. L'aspect que je n'ai pas pris en compte, et que les juges ont mentionné, c'est qu'il s'agit d'une interprétation moderne du Killige. Je suis d'accord avec eux. Mais cette expérience a été géniale. Il y a eu du frisson, du défi, c'est ce que je voulais. Félicitations Ryan, vous êtes le nouveau meilleur forgeron et vous remportez un chèque de 10 000 $. Merci. Quoi? C'est moi le meilleur forgeron? Trop content. Matt était un adversaire incroyable. Je suis content d'avoir réussi tous les tests. Et les 10 000 $, c'est du bonus. Ses talents à des agences spatiales prestigieuses. Paul voyait dans la forge bien plus qu'un simple passe-temps. Pour lui, maîtriser le feu et l'acier exigeait la même précision mathématique que l'ingénierie. Un mariage parfait entre la science des matériaux et l'art ancestral. À quelques pas de là, Cody Adelson, 29 ans, affichait un sourire serein. Bien qu'il ne pratique cet art que depuis 2 ans.
Il avait été formé par l'un des plus grands champions de la discipline. Un mentor qui lui avait transmis non seulement des techniques d'exception, mais aussi une philosophie de patience et d'humilité. Gary Rymins, le plus jeune du groupe du haut de ses 23 ans et fort de 5 années d'expérience, ajustait ses gants avec enthousiasme. Gary aimait rappeler que les forgerons, sous leurs airs de travailleurs acharnés, étaient avant tout de grands passionnés, de véritables érudits de l'acier qui aimaient se retrouver dans une ambiance de franche camaraderie. Enfin, Tim, un forgeron à l'allure robuste, complétait ce quatuor d'artisans d'exception. Tous prêts à relever le défi ultime. Le présentateur, un homme charismatique au ton enjoué, fit son entrée sous les applaudissements des jurés. Ces derniers, figures emblématiques de l'artisanat mondial, allaient juger les œuvres avec bienveillance mais avec une exigence technique absolue. Le gagnant de ce grand tournoi remporterait la somme de 10 000 $. Une reconnaissance immense pour ces passionnés. Le défi fut annoncé, plongeant l'atelier dans un silence concentré. Les artisans devaient retirer le drap de leur enclume. En dessous se trouvaient 2 petits récipients cylindriques et 2 morceaux d'acier provenant d'un sac de frappe massif. La mission était d'une complexité rare, forger non pas un, mais 2 couteaux identiques en acier de Damas réalisés dans un contenant hermétique. Le tout en seulement 3 heures. Les lames devaient mesurer entre 18 et 23 cm. Le compte à rebours fut lancé. Immédiatement, une énergie folle s'empara de la forge. Paul, méthodique, commença par nettoyer minutieusement l'intérieur de ses récipients avec un solvant. En ingénieur méticuleux, il savait que la moindre impureté, la moindre trace d'oxydation ruinerait la soudure de son acier. Cody, tout aussi concentré, préparait ses éléments avec la même rigueur, veillant à laisser un infime espace dans ses récipients pour éviter que la pression ne fasse exploser le couvercle lors de la chauffe. Gary, emporté par la fougue de sa jeunesse, décida de gagner du temps. Il choisit de ne pas nettoyer ses pièces de métal en profondeur avant de les souder. Un pari audacieux qui fit froncer les sourcils des juges observateurs. Pendant ce temps, Tim veillait à répartir la poudre d'acier de manière parfaitement homogène dans ses récipients, cherchant à créer un motif régulier et esthétique. La chaleur monta d'un cran lorsque les récipients furent plongés dans le foyer incandescent. Le feu rugissait, parant le métal de teintes orangées, puis d'un jaune éclatant, presque aveuglant. Paul surveillait la couleur de son acier avec une attention fascinée. Il cherchait la nuance exacte du beurre fondu, le signe parfait indiquant que les métaux étaient prêts à fusionner intimement. Lorsqu'il jugea le moment opportun, il porta son bloc sous la grande presse hydraulique. Avec une douceur surprenante pour une machine d'une telle puissance, il pressa les 4 côtés. La soudure semblait parfaite. Gary, de son côté, fut le premier à passer sous le puissant marteau-pilon bleu. Les coups résonnaient dans tout l'atelier, martelant l'acier avec une force inouïe. Mais soudain, un bruit sourd et inquiétant se fit entendre. En ouvrant la gangue de protection, une fissure apparut au cœur de son acier. Une délamination. La soudure n'avait pas tenu. Le visage de Gary se crispa, mais refusant de s'avouer vaincu. Il chercha immédiatement une solution pour colmater la faille, luttant avec acharnement contre le temps qui filait. Les marteaux chantaient sur les enclumes. Paul étirait son métal pour former 2 magnifiques lames aux pointes robustes, idéales pour un usage polyvalent. Cody, après avoir trempé ses lames avec succès, eut l'idée brillante de les maintenir ensemble à l'aide de pinces solides pendant qu'il affinait les tranchants à la ponceuse. Ainsi, il s'assurait que les profils de ces 2 couteaux seraient rigoureusement identiques. Une démonstration de logique et d'ingéniosité qui ravit les experts. Tim, tout aussi méticuleux, réalisa des traitements thermiques parfaits, ses lames chantant d'un son clair lorsqu'il est sorti de l'huile de trempe. Lorsque le temps fut écoulé, les 4 artisans posèrent leurs outils, les visages brillants de sueur mais éclairés par la fierté du travail accompli. Lors de l'évaluation, les juges saluèrent la créativité et la technique de chacun. Les couteaux de Paul étaient salués pour leur solidité impressionnante. Ceux de Cody frôlaient la perfection géométrique.
Et Tim s'était distingué par des profils de coupe très efficaces. Malheureusement, le pari de Gary lui fut fatal. Les délaminations structurelles de sa lame rendaient l'outil fragile. Avec une immense bienveillance, les juges saluèrent son abnégation et sa passion débordante. Mais durent lui demander de quitter la forge. Gary partit le sourire aux lèvres, fier d'avoir partagé ce moment avec d'autres érudits de l'acier. La deuxième épreuve s'annonçait tout aussi palpitante. Les 3 artisans restant disposaient de 2 heures pour ajouter une garde et 2 manches à leur paire de couteaux, les transformant ainsi en outils fonctionnels. Cody opta pour de superbes pièces en laiton. Malheureusement, dans la précipitation, il souda l'une de ses gardes à l'envers. Conservant son calme légendaire, il corrigea son erreur avec une agilité remarquable. Perçant et ajustant de nouveaux rivets malgré une petite coupure au doigt rapidement soignée par les équipes médicales. Paul, de son côté, façonnait des manches particulièrement confortables. Pensant à l'ergonomie avant tout. Il utilisa une ponceuse à bande pour arrondir les contours avec une délicatesse d'orfèvre. Tim se lança dans la réalisation de manches imposants, travaillant le bois avec une énergie débordante, produisant un vaste nuage de sueur parfumée dans l'atelier. À l'issue de ces 2 heures intenses, les couteaux furent soumis aux épreuves de résistance et de tranchant. Les lames devaient frapper des structures métalliques et trancher des matériaux denses. Les créations de Paul et Cody démontrèrent une robustesse exceptionnelle. Leurs manches absorbaient les chocs, offrant une prise en main sûre et agréable. Les lames de Tim coupèrent vaillamment. Mais la taille excessive et la forme carrée de ses manches causèrent un grand inconfort lors de l'utilisation. C'est avec beaucoup de respect et de mots d'encouragement que les juges remercièrent Tim pour son excellent travail avant de l'éliminer. Tim quitta l'atelier en philosophie, rappelant que chaque défaite était une leçon éternelle et qu'il forgerait jusqu'à son dernier souffle. La grande finale opposait donc Paul et Cody. Ils avaient pour mission de retourner dans leur forge personnelle pendant 4 jours pour recréer une arme historique prestigieuse. La Cinquedea. Cette épée majestueuse, prisée par les nobles de la Renaissance en Europe du Sud, se distinguait par sa lame large, mesurant l'équivalent de 5 doigts à sa base. Sa conception triangulaire et ses multiples gouttières, 6 de chaque côté, la rendaient à la fois légère et magnifiquement équilibrée. Les dimensions exigées étaient strictes. La lame devait mesurer entre 66 et 71 cm. De retour dans son atelier baigné par la douce lumière du matin, Paul se lança avec passion. Il choisit d'abord un acier de Damas complexe. Mais face à une fissure inattendue lors de la première journée, son esprit pragmatique d'ingénieur reprit le dessus. Il bascula sur un acier au carbone extrêmement fiable, s'assurant ainsi de livrer une arme irréprochable. Cody, virtuose des motifs complexes, réussit un assemblage spectaculaire de 155 couches d'acier, créant des vagues hypnotiques sur le métal. Les jours défilèrent, rythmés par le chant des ponceuses sculptant les 12 délicates gouttières. Une épreuve de patience et de symétrie. De retour sur le plateau pour l'ultime évaluation. Les 2 chefs d'œuvre laissèrent le jury sans voix. L'épée de Paul, avec son manche orné d'acier damassé, était un modèle de solidité. Lourde et puissante. Celle de Cody éblouissait par son esthétique raffinée, sa garde travaillée et la beauté poétique de sa lame. Lors des tests de coupe sur des cibles souples et des épreuves de résistance sur de l'argile dense, les 2 armes se montrèrent redoutables, tranchant avec une aisance presque magique, sans jamais s'ébrécher. Le choix fut d'une difficulté extrême pour les experts. Finalement, la légèreté, l'équilibre parfait et le respect absolu des proportions historiques permirent à Cody de remporter le titre convoité et le chèque de 10 000 $. Paul, grand seigneur, félicita son adversaire avec chaleur. L'atelier s'anima d'une symphonie de marteaux et de meuleuses. Cody, méthodique, nettoya l'intérieur de ses boîtes avec de l'acétone pour garantir une soudure parfaite. Paul, quant à lui, fit preuve d'une logique implacable en séparant les matériaux de manière homogène. La technique du Damas en boîte était capricieuse et demandait une attention de tous les instants. S'il y avait un défaut de soudure,
le forgeron ne s'en rendait compte que trop tard. Gary, porté par sa jeunesse et sa confiance, décida de souder directement sans nettoyer le métal. Un choix audacieux qui fit sourire les juges. Le balai des forges continua. Paul atteignit une vitesse impressionnante, sortant ses billettes avec une maîtrise digne d'un professionnel. Cependant, le destin de la forge est souvent imprévisible. Lors de l'étirement du métal, Gary remarqua une fissure inquiétante au milieu de sa lame. Une partie de la soudure n'avait pas tenu. Malgré la chaleur, le stress et le chronomètre impitoyable, Gary garda son optimisme. Il chercha rapidement une solution pour combler le vide et sauver sa lame, refusant de céder à la panique. Les 60 dernières minutes filèrent à toute allure. Tim pinça ses deux lames ensemble pour les meuler simultanément, s'assurant ainsi de leur parfaite symétrie. Le moment de la trempe, toujours crucial, se déroula sous les regards concentrés des artisans. Les lames de Tim et de Cody durcirent à la perfection, sans la moindre fissure. Paul, fort de son expérience de manager et d'ancien sportif, géra la pression avec une sérénité exemplaire, obtenant lui aussi un résultat impeccable. Même Gary, malgré ses difficultés, réussit à tremper ses lames cabossées avec une résilience admirable. À la fin de la première manche, les juges examinèrent les œuvres. Si les lames de Tim, Paul et Cody présentaient de belles qualités malgré quelques imperfections mineures dues au temps imparti, celles de Gary souffraient de défauts structurels trop importants. Avec une grande bienveillance, les juges expliquèrent à Gary les raisons de son élimination. Loin d'être abattu, le jeune homme quitta la forge avec le sourire, fier d'avoir participé et d'avoir partagé ce moment avec d'autres passionnés. La deuxième manche exigeait des 3 forgerons restants qu'ils transforment leurs lames en armes, fonctionnelles en y ajoutant des gardes et des manches en seulement 2 heures. La tâche était ardue. Travailler le laiton et le bois dans un laps de temps si court demandait une précision d'horloger. Paul avança avec assurance, tandis que Cody rencontra une difficulté inattendue lorsqu'un rivet se tordit et se coinça dans son manche. Malgré une petite coupure au doigt, rapidement soignée par les équipes médicales dans la bonne humeur générale, Cody fit preuve d'une détermination sans faille. Tim, de son côté, lutta avec des manches un peu trop volumineux. Lors des tests de résistance et de tranchant, les armes furent mises à rude épreuve contre des plaques de métal et des sacs de frappe. Les créations de Paul et Cody surpassèrent les attentes, prouvant leur solidité et leur incroyable pouvoir de coupe. Malheureusement, les manches trop imposants de Tim rendirent l'utilisation de ses couteaux inconfortables, ce qui lui valut d'être éliminé. Tim accepta la décision avec une philosophie admirable, déclarant que la victoire était éphémère mais que l'apprentissage était éternel, et qu'il resterait forgeron jusqu'à la fin de ses jours. La grande finale opposait désormais Paul et Cody. Ils retournèrent dans leurs forges respectives pour 4 jours, avec la mission de recréer une arme historique majestueuse, la 5DA, une épée noble de l'Italie de la Renaissance. Cette arme, large de 5 doigts à sa base, devait comporter de multiples gouttières de chaque côté pour l'alléger, un véritable défi technique. Paul décida d'utiliser un acier robuste et de forger une poignée en damas, misant sur l'élégance et la solidité. Cody, fidèle à son amour pour les motifs complexes, se lança dans la création d'une lame en acier de Damas majestueuse, composée de 155 couches. Les jours passèrent, remplis de travail acharné, de sueur et de petites victoires. Cody dut faire face aux caprices de son petit four de trempe, trouvant une solution ingénieuse avec de la fibre de verre pour conserver la chaleur. Paul peaufina les magnifiques détails de sa garde courbée. De retour dans l'arène principale, les 2 chefs d'œuvre furent présentés aux juges. Les tests furent spectaculaires et démontrèrent le talent exceptionnel des 2 artisans. Les épées tranchèrent avec une facilité déconcertante et résistèrent aux chocs les plus rudes. Finalement, les juges durent rendre leur verdict. La lame de Paul, bien que magnifique, s'avéra légèrement trop lourde par rapport à celle de son adversaire. Cody fut couronné grand champion, remportant les $10 000.
Paul le félicita chaleureusement, honoré d'avoir forgé à ses côtés et fier du travail accompli. Mais la forge ne dormait jamais vraiment. Peu de temps après, un nouveau défi extraordinaire fut lancé. Un tournoi féroce rassemblant 4 nouveaux forgerons talentueux. Bill Peace, un artisan dévoué dont l'épouse le soutenait tendrement dans sa passion dévorante. Rhys, un jeune prodige de 18 ans, autodidacte enthousiaste. Thomas Franklin, un cuisinier passionné de 34 ans venu prouver son talent. Et Carrie O'Connor, un professeur d'arts martiaux de 45 ans, calme et concentré. Dès leur arrivée, la compétition commença par un test immédiat de leurs propres couteaux apportés de chez eux. L'épreuve des blocs de glace fut spectaculaire. Bill, Thomas et Carrie passèrent le test avec brio, leurs lames prouvant leur résistance. Malheureusement, le manche du couteau de Rhys fut jugé trop petit et peu ergonomique, entraînant son élimination précoce. Le jeune homme repartit avec le sourire, reconnaissant pour cette formidable opportunité et impatient de continuer à apprendre. Les 3 forgerons restant durent ensuite relever un défi de vitesse inouïe. Forger une dague à pousser en seulement 2 heures. Le chronomètre impitoyable poussa chacun à se dépasser. Bill rencontra d'énormes difficultés avec une billette de Damas capricieuse, frôlant l'abandon avant de se remotiver en pensant à sa famille, dont les mots d'encouragement étaient inscrits sur ses gants. Thomas travailla avec une précision chirurgicale, tandis que Carrie opta pour une torsade en Damas audacieuse. À l'issue des 2 heures, les lames furent inspectées. Bill avait réussi à sortir une pièce solide, bien qu'inachevée au niveau des biseaux. Thomas avait réalisé un travail remarquable, suscitant l'admiration des juges. Carrie, malgré une belle lame torsadée, présenta un manche trop encombrant qui nécessiterait trop de temps pour être corrigé. C'est ainsi que Carrie fut invité à quitter la forge, emportant avec lui la fierté d'avoir réalisé son rêve de participer à cette belle aventure. L'ultime épreuve opposa Bill et Thomas. Ils disposaient de 6 heures pour non seulement terminer leur dague à pousser, mais aussi forger une réplique parfaite d'un majestueux couteau de combat conçu par un maître artisan. Le rythme devint frénétique. Les 2 hommes jonglèrent entre la fabrication d'un acier composite complexe, le meulage des dagues et l'ajustement minutieux des manches. Bill dut surmonter un moment de grande tension lorsque le pommeau de son couteau de combat se brisa. Lors du montage, faisant preuve d'une incroyable résilience, il souda une nouvelle tige et parvint à assembler son arme juste à temps. Thomas, de son côté, donna tout ce qu'il avait, mais les minutes s'évaporèrent trop vite. Lors de l'ultime évaluation, les juges constatèrent que le manche en bois de Thomas n'était pas totalement achevé, présentant des échardes qui rendaient le test impossible sans risque de blessure. Avec beaucoup de respect, les juges durent éliminer Thomas, saluant son immense talent et son esprit de compétition. Bill, submergé par l'émotion, fut déclaré vainqueur de ce tournoi épique, remportant à son tour le prestigieux titre et le chèque de 10 000 $. C'était la concrétisation d'un rêve, la récompense de centaines d'heures de travail acharné et de passion partagée. Dans cette forge lumineuse, au-delà de la compétition, c'était toujours l'amour de l'artisanat, le dépassement de soi et une profonde humanité qui triomphaient. Chaque coup de marteau résonnait comme un hommage à ces artisans modernes, prouvant que la véritable magie naît toujours de la persévérance et de l'amitié. Sous les lumières éclatantes de la grande forge, l'air vibrait déjà d'une chaleur familière et réconfortante. L'atelier, vaste et habillé de métal sombre, résonnait du murmure impatient des souffleries. 4 hommes se tenaient face à leurs enclumes respectives, recouvertes pour l'instant d'un lourd drap noir. Parmi eux se trouvait Paul Raspe, un homme de 42 ans au regard observateur et à la stature rassurante. Ingénieur en électricité ayant longtemps prêté solide et noble. À la fin du temps, les couteaux furent testés sur des blocs de bois souples et des cibles en argile, dans le respect total de l'art. Les lames de Paul et Cody glissèrent avec une élégance absolue, prouvant leur tranchant exceptionnel. Celle de Tim, bien que très belle, souffrait d'un manche un peu trop volumineux qui rendait leur utilisation moins fluide. Avec beaucoup de respect,
Les juges annoncèrent à Tim que son aventure s'arrêtait là. Tim, toujours serein, remercia tout le monde. L'apprentissage est éternel, dit-il avec un sourire paisible. Je serai forgeron toute ma vie, c'est ma plus grande joie. Paul et Cody, emplis de gratitude, furent invités à retourner dans leur forge personnelle pour une durée de 4 jours. Leur mission ultime était de recréer une arme historique fascinante, la 5DA. Une épée noble de la Renaissance italienne. Célèbre pour sa lame large de 5 doigts et ses magnifiques gouttières allégeant la structure. De retour dans l'Illinois, Paul décida d'utiliser un acier au carbone très pur, cherchant la perfection de la ligne et la noblesse de la simplicité. Cody, avec son audace créative, opta pour un acier de Damas complexe, superposant 155 couches de métal. Les jours passèrent, rythmés par le chant des marteaux et la chaleur rassurante des foyers. Chaque forgeron mit tout son cœur, tout son amour de l'art dans cette création majestueuse. Le jour des tests finaux arriva. La lumière de la forge éclairait les 2 chefs d'œuvre. La lame de Paul était robuste, brillante, dotée d'un manche somptueux orné de détails subtils. Celle de Cody dévoilait des motifs tourbillonnants, une véritable peinture forgée dans le métal. Les juges testèrent la souplesse et la netteté des lames sur des cibles élégantes faites de cordage et d'argile fine. L'épée de Paul fendit l'air avec une puissance majestueuse, bien que son poids demandât une grande force. Celle de Cody, plus légère et parfaitement équilibrée, glissa à travers les cibles avec une grâce poétique et une facilité déconcertante. Après une longue et joyeuse délibération, les juges rendirent leur verdict. Cody fut couronné vainqueur, recevant le chèque de $10 000 avec des larmes de bonheur. Paul le serra chaleureusement dans ses bras. « J'ai forgé une lame magnifique dont je suis très fier, » dit Paul. Cody a été merveilleux. C'était une expérience humaine extraordinaire. La forge ne s'endormit pas longtemps. Une nouvelle aube se leva, apportant avec elle de nouveaux talents et de nouvelles histoires à raconter. 4 nouveaux artisans, Bill, Rhys, Thomas et Carrie, franchirent les portes de l'atelier, les yeux écarquillés d'émerveillement. Bill, un homme chaleureux de l'Ohio, forgeait depuis 4 ans. Il parlait avec un amour infini de son épouse, sa plus grande alliée, qui le soutenait inconditionnellement dans sa passion dévorante pour le métal. Rhys, un jeune prodige de 18 ans, avait appris seul en regardant des vidéos, animé par une soif de connaissances touchantes. Thomas, 34 ans, ancien cuisinier, mettait dans ses lames tout l'amour qu'il mettait autrefois dans ses plats. Carrie, 45 ans, professeur d'arts martiaux, abordait la forge avec la sérénité et la discipline d'un sage. Cette nouvelle rencontre commença par une célébration de leur travail personnel. Chacun présenta une lame forgée chez lui, testée avec douceur sur des blocs de glace étincelants. La lame de Bill, un Damas scintillant, résista brillamment. Celle de Thomas, élégante et proportionnée, coupa la glace comme du beurre. Le travail de Carrie fut salué pour sa légèreté aérienne. Malheureusement, le manche de Rhys, bien que magnifique, s'avéra trop menu pour offrir une prise parfaite. Avec des mots d'encouragement affectueux, les juges remercièrent le jeune homme, qui promit de revenir encore plus fort, des rêves plein la tête. L'épreuve suivante demanda à Bill, Thomas et Carrie de forger une dague à pousser en seulement 2 heures. C'était un exercice de style, un poème à écrire à toute vitesse. La forge s'anima d'un ballet frénétique. Bill, voulant bien faire, utilisa un peu trop d'acier au départ, mais soutenu par la pensée de sa famille dont les noms étaient inscrits sur ses gants, il retrouva son calme. Thomas, avec une précision culinaire, chauffa son acier à la perfection. Carrie, tentant une audacieuse torsion de Damas, travailla avec une grâce absolue. À la fin de ce ballet frénétique, les juges admirèrent les créations. Thomas avait réalisé une pièce superbe, bien que nécessitant encore un peu de polissage. Bill avait conçu un manche très confortable, même s'il manquait de temps pour affiner le tranchant. Le manche de Carrie, majestueux, était hélas devenu un peu trop imposant par rapport à la lame. C'est avec beaucoup de tendresse que les juges remercièrent Carrie. « Je n'ai aucun regret,
dit le professeur d'arts martiaux avec un sourire lumineux. J'ai réalisé un rêve en venant ici. Ce fut merveilleux. Pour le grand final. Bill et Thomas disposèrent de 6 heures pour achever leur dague et recréer un somptueux couteau historique. Orné de subtiles corbures. 6 heures de pure magie, de dépassement de soi et de fraternité silencieuse. Ils partagèrent des sourires complices par-dessus les enclumes, s'encourageant mutuellement par la seule force de leur présence. Bill rencontra une petite difficulté avec le pommeau de son couteau, qui se détacha. Mais avec une patience infinie, il laissa le métal refroidir doucement, lui parlant presque, et parvint à le réparer solidement. Thomas, cherchant toujours la perfection absolue, passa un temps infini sur les détails de sa lame. Tant et si bien que le temps lui manqua pour lisser les éclats de bois de son manche. Lors de l'évaluation finale, la dague de Bill et son grand couteau passèrent les tests de précision avec une efficacité redoutable, célébrant la résilience et l'ingéniosité du forgeron. Les juges, admirant la lame de Thomas, durent malheureusement constater que le manche inachevé rendait la manipulation délicate. Pour protéger l'artisanat et la sécurité, ils décidèrent avec une grande douceur de ne pas tester l'arme de Thomas, le remerciant pour son talent exceptionnel et sa vision artistique. Thomas accepta avec une grande noblesse, fier de son parcours et heureux d'avoir partagé ce moment magique. Bill fut déclaré grand vainqueur de cette magnifique rencontre. Les larmes aux yeux, pensant à sa famille bien-aimée, il leva les bras au ciel. « C'est un rêve qui se réalise », murmura-t-il, la voix chargée d'une émotion pure. Ainsi s'acheva cette belle journée dans la forge. Les feux s'apaisèrent, mais l'étincelle de la création, l'amour du travail bien fait et la chaleur de l'amitié continuèrent de briller éternellement dans le cœur de ces artisans exceptionnels, prouvant au monde que la véritable magie réside dans la passion, la bienveillance et le partage. La chaleur de la forge palpitait comme un cœur vivant, baignant la grande salle d'une lueur rougeoyante. L'air était lourd, chargé du parfum âcre et familier du charbon et du métal chaud. C'était un véritable sanctuaire pour les passionnés. Un lieu où la science de l'ingénierie rencontrait l'art ancestral de la métallurgie. Paul Raspe, un ingénieur électricien de 42 ans au regard pétillant, observait les flammes avec un sourire calme. Ayant passé une grande partie de sa carrière à travailler pour des agences prestigieuses, il comprenait parfaitement les phénomènes physiques complexes comme le traitement thermique. Mais ici, entouré d'enclumes et de marteaux, il se sentait simplement à sa place. À ses côtés se tenait Cody Adelson, un jeune homme de 29 ans, forgeron amateur depuis 2 ans, dont l'enthousiasme était contagieux. Cody avait appris les secrets du métier grâce à un ancien grand champion, et il brûlait de mettre ses connaissances à l'épreuve. Gary Riemann, 23 ans et forgeron depuis 5 ans, riait de bon cœur avec ses camarades. Pour lui, la forge était un immense terrain de jeu. Un véritable bazar joyeux où tous ces passionnés se retrouvaient pour partager leur amour de l'artisanat. Enfin, Tim complétait ce quatuor de grands passionnés, tous prêts à relever le défi ultime. Une voix chaleureuse résonna dans l'atelier, accueillant les 4 artisans. Ils s'apprêtaient à participer à la plus grande compétition de forgerons, divisée en 3 manches intenses. À la clé, le titre tant convoité et un magnifique chèque de $10 000. Les juges, des experts bienveillants mais exigeants, allaient évaluer chaque création. La première épreuve fut révélée lorsque les forgerons retirèrent les toiles recouvrant l'heure. Enclumes. Ils découvrirent des récipients en métal et des morceaux d'acier provenant d'un sac de frappe. Leur mission était colossale, fabriquer non pas un, mais 2 couteaux identiques en acier de Damas dans une boîte, le tout en seulement 3 heures. Les lames devaient mesurer entre 18 et 23 cm. L'atmosphère, bien que studieuse, resta empreinte d'une camaraderie joyeuse. Dès que le chronomètre fut l'audace et la beauté de son motif, durent se résoudre à l'éliminer. Carrie partit avec le sourire, heureux d'avoir réalisé son rêve de participer à cette belle aventure. La finale opposa Bill et Thomas. Ils disposaient de 6 heures pour achever leur dague à pousser et forger, en parallèle. Un couteau de combat aux proportions généreuses et aux détails complexes.
La gestion du temps devint un art à part entière. Bill fabriqua 2 blocs d'acier de Damas simultanément, optimisant chaque seconde. Ces trempes furent périlleuses, provoquant des déformations qu'il dut corriger avec une douceur infinie pour ne pas briser la matière refroidie. Lors de l'assemblage de son manche, la tige filetée de son pommeau céda, menaçant de ruiner tous ses efforts. Gardant son calme, il ressouda la pièce avec sagesse, évitant un nouveau choc thermique. Thomas, de son côté, lutta contre la fatigue. Façonner la large lame lui demanda une énergie colossale. Les dernières minutes furent une véritable course contre la montre pour sculpter les manches de ses 2 armes. Lorsque le chronomètre s'arrêta, les artisans, épuisés mais fiers, présentèrent leur création. Lors des tests, la dague et le couteau de combat de Bill se révélèrent fonctionnels. Robustes et d'une efficacité redoutable, prouvant sa capacité à surmonter les obstacles avec ingéniosité. Malheureusement pour Thomas, le manque de temps l'avait empêché de finir correctement le manche de son arme principale. Les échardes de bois et l'assemblage instable rendaient l'utilisation du couteau imprudente. Les juges, privilégiant toujours la sécurité et le respect du bon geste, décidèrent de ne pas soumettre son œuvre au test d'impact. Thomas accepta cette décision avec une grande noblesse, fier du chemin parcouru et de la lame qu'il avait réussi à forger. Bill fut couronné vainqueur, recevant les félicitations chaleureuses de ses pairs. Cette victoire n'était pas seulement celle d'un homme sur les autres, mais le triomphe de la persévérance, de l'amour du travail bien fait et de l'incroyable solidarité qui unit ceux qui, jour après jour, transforment l'acier brut en œuvre d'art porteuse d'histoire et d'émotion. Dans cette grande forge, la véritable récompense restait la transmission du savoir et la célébration d'un artisanat intemporel. Sous la lumière dorée et chaleureuse de la grande forge, une atmosphère de camaraderie et de passion flottait dans l'air. C'était un lieu magique où le feu et le métal se rencontraient pour donner naissance à des œuvres d'art intemporel. Les enclumes brillaient, prêtes à recevoir les coups de marteau rythmés qui chanteraient bientôt la mélodie de l'artisanat. 4 forgerons amateurs, le cœur rempli de rêves et d'espoir, se tenaient devant leur poste de travail, les yeux brillants d'anticipation. Ils étaient venus partager leur amour pour cet art ancestral, apprendre les uns des autres et célébrer la beauté de la création. « Je m'appelle Paul Raspe, j'ai 42 ans. » déclara un homme au sourire bienveillant et au regard vif. « Je suis un forgeron amateur passionné et je travaille comme ingénieur électricien. J'ai passé beaucoup de temps à travailler pour la grande agence spatiale et en tant qu'ingénieur. Je comprends la poésie des phénomènes physiques, comme le traitement thermique. C'est une danse fascinante entre la chaleur et la matière. » À ses côtés, un jeune homme plein d'énergie trépignait d'impatience. « Je m'appelle Cody Adelson, j'ai 29 ans et je forge avec passion depuis 2 ans. J'ai eu la chance d'apprendre auprès de formidables mentors, et chaque jour, cet artisanat m'enseigne la patience et la persévérance. » Un peu plus loin, Gary Riemann, 23 ans, ajustait son tablier avec un enthousiasme contagieux. « Cela fait 5 ans que je forge, dit-il en riant. Quand je suis dans la forge avec mes amis, c'est un véritable festival de bonne humeur. Tous les forgerons que je connais sont de grands passionnés, des amoureux du détail et de l'histoire. » Enfin, Tim se présenta avec une sagesse tranquille, prêt à relever le défi avec philosophie. « Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette grande célébration de la forge, » annonça le présentateur avec une voix chaleureuse. « Vous avez tous les 4 décidé de participer à cette belle aventure. À la fin de chaque étape, l'un d'entre vous retournera chez lui, enrichi d'une nouvelle expérience. Les décisions seront prises par nos merveilleux juges. Des experts bienveillants qui évalueront la beauté, la solidité et la précision de votre travail. Le créateur de la plus belle lame repartira avec un chèque de 10 000 $. Vos enclumes sont recouvertes d'un tissu. Allez-y, découvrez ce qui vous attend. » Sous le tissu se trouvaient 2 petits cylindres métalliques et de l'acier précieux. Leur mission était de créer non pas un, mais 2 couteaux identiques en acier de Damas, avec des lames mesurant entre 18 et 23 cm de long.
Les forgerons avaient 3 heures pour accomplir cette merveilleuse tâche. Créer 2 lames en 3 heures, c'est un magnifique défi d'organisation, pensa Paul en souriant. L'acier de Damas demande de la douceur et une attention absolue. Les juges évalueront ensuite la solidité et la précision sur de belles cibles en argile aidée. Cordes épaisses. Le chronomètre commença sa course légère. Les forgerons se mirent au travail, baignés dans la douce chaleur des foyers. Cody, avec une minutie admirable, nettoya l'intérieur de ses cylindres avec soin. C'était une idée brillante, car la pureté est le secret d'une soudure parfaite. Paul, de son côté, plaça de petits morceaux d'acier précieux dans un cylindre et de la poudre dans l'autre, espérant créer un motif harmonieux et unique. Il fallait être attentif. La couleur du métal dans le feu devait ressembler à du beurre fondu. Une teinte dorée et chaleureuse qui indiquait que l'acier était prêt à fusionner. Tim fut le premier à obtenir cette couleur parfaite. Avec une pression douce et mesurée, il commença à forger son métal. C'était un moment de grâce. Cody obtint lui aussi une température idéale. Il fut très délicat avec sa première pression. C'était magnifique de voir cette jeunesse s'allier à une telle maîtrise. Cependant, Gary, emporté par son enthousiasme débordant, alla un peu trop vite. Une petite fissure apparut sur son acier. Loin de se décourager, Gary garda son sourire. Il savait que chaque erreur était une leçon précieuse. Entre la chaleur, la joie de participer et le temps qui filait, il chercha une solution avec un optimisme inébranlable. Il réussit à combler la fissure et à reprendre son travail, prouvant que la résilience est la plus belle qualité d'un artisan. Il restait 60 minutes. Les lames prenaient forme. Cody, avec un geste sûr, trempa sa première lame. Un léger voile d'inquiétude traversa son visage lorsqu'il vit une petite déformation. Mais il savait comment la corriger avec tendresse et précision. Tim, avec une sagesse admirable, fixa ces 2 lames ensemble pour s'assurer qu'elles aient exactement le même profil lors du ponçage. Paul, calme et méthodique, effectua ses trempes sans le moindre défaut. L'expérience parlait. Gary, malgré ses difficultés initiales, parvint à sortir 2 lames fonctionnelles, célébrant intérieurement sa capacité à surmonter les obstacles. Le temps imparti s'écoula. Les outils furent posés dans un silence respectueux. Les juges, avec des regards remplis d'admiration, examinèrent les œuvres. « Tim, tes émoutures sont belles, il y a de la matière, c'est un excellent travail. » dit le premier juge avec douceur. « Paul, tes lames sont solides et magnifiques. » Cody, tes profils sont presque parfaits, c'est un vrai bonheur de te voir travailler. Vint le tour de Gary. Le juge lui sourit tendrement. « Gary, tu as fait preuve d'un courage immense. Cependant, la petite fissure sur ton acier demande encore beaucoup de travail. Pour cette raison, tu ne pourras pas continuer. Mais tu peux être immensément fier de ce que tu as accompli aujourd'hui. » Gary accepta la décision avec une grâce infinie. « Je suis un peu déçu, mais surtout très fier. Je suis venu pour m'amuser, rencontrer des personnes merveilleuses qui partagent ma passion. » Ce fut une expérience inoubliable. Il quitta la forge sous les applaudissements chaleureux de ses pairs. Pour la deuxième étape, Paul, Cody et Tim devaient doter leur lame d'une garde et d'un manche confortable en 2 heures. L'atelier s'emplit à nouveau du doux bourdonnement des ponceuses et des éclats de rire discrets. Paul travaillait le laiton avec une précision d'horloger, tandis que Cody rencontrait un petit défi avec un rivet rebelle. Dans un moment de précipitation, Cody s'érafla légèrement le doigt. Un médecin bienveillant lui posa un petit pansement, et avec un sourire radieux, Cody reprit son travail, nullement découragé par ce léger contretemps. Tim, concentré, façonnait ses manches. La taille était généreuse, peut-être un peu trop. Mais son intention de créer une prise... Pour lui, la métallurgie n'était pas de la magie, mais une science fascinante des phénomènes physiques, des traitements thermiques et de la transformation de la matière. À ses côtés se trouvait Cody Adelson, un jeune homme de 29 ans. Forgeron amateur depuis 2 ans.
dont le sourire modeste cachait un talent nourri par les enseignements de grands maîtres de la discipline. Gary Riemann, 23 ans, apportait l'énergie de la jeunesse. Forgeron depuis 5 ans. Il voyait cet atelier comme un formidable terrain de jeu où se retrouvaient ceux qu'il appelait affectueusement de grands passionnés. Tous unis par cette même fascination pour le feu et l'enclume. Le maître de cérémonie, avec une bienveillance palpable, prit la parole pour accueillir ces artisans du fer. Il leur expliqua que la compétition serait ardue mais belle. Divisée en 3 étapes exigeantes à l'issue desquelles le meilleur d'entre eux repartirait avec la somme exceptionnelle de 10 000 $. Les juges, des experts reconnus pour leur savoir-faire et leur justesse, évalueraient chaque création avec respect et rigueur. L'heure n'était plus au discours, mais à l'action. Sous les toiles qui recouvraient les enclumes se cachaient les matériaux du premier défi. Les forgerons découvrirent avec surprise 2 petits cylindres métalliques et des fragments d'acier, issus d'un vieux sac de frappe. La mission était audacieuse, forger non pas un, mais 2 couteaux identiques en acier de Damas en l'espace de 3 heures. Les lames devaient mesurer entre 18 et 23 cm. Ce défi demandait une concentration absolue, car la création d'un acier feuilleté dans une cartouche métallique est un processus complexe où chaque détail compte. Le chronomètre s'enclencha, libérant une formidable énergie créatrice. Cody, d'un naturel calme, commença par nettoyer minutieusement l'intérieur de ses cartouches avec un solvant. Il savait que la moindre impureté pouvait ruiner la soudure de l'acier. Gary, emporté par son enthousiasme débordant, choisit de sauter cette étape, confiant dans la chaleur de la forge pour purifier le métal. Paul, quant à lui, organisa ses fragments avec une logique d'ingénieur, s'assurant que la répartition de la poudre d'acier comblerait le moindre vide, garantissant ainsi un bloc solide et homogène. Les cartouches furent scellées et plongées dans le cœur ardent de la forge. L'attente commença. L'acier devait atteindre une température précise, celle qui lui donnerait la couleur douce et lumineuse du beurre fondu, signe que la matière était prête à fusionner. Paul fut le premier à passer à la presse hydraulique. Avec une précision chirurgicale, il appliqua une pression mesurée sur les 4 faces de son bloc. Le métal, docile sous la force, commença à s'étirer. Cody suivit, manipulant la presse avec une délicatesse qui forçait l'admiration. Cependant, la précipitation de Gary le conduisit directement vers le marteau-pilon. La machine, puissante et impitoyable, frappa le bloc de métal. Très vite, une ligne sombre apparut sur le flanc de sa pièce. C'était une délamination, une fracture interne due à une soudure imparfaite. Malgré sa déception, Gary ne se laissa pas abattre. Avec une résilience admirable, il tenta de réparer la faille, remplissant les vides avec acharnement pour sauver son travail. Le temps filait, rythmé par le chant des marteaux. Les lames prirent forme, s'allongeant et s'affinant sous les gestes experts des artisans. Vint l'étape cruciale de la trempe. Ce moment magique où l'acier brûlant est plongé dans l'huile pour figer sa structure moléculaire et lui conférer sa dureté. Paul et Cody réussirent cette étape avec brio, leurs lames ressortant droites et impeccables. Gary, lui aussi, parvint à tremper ses pièces sans qu'elles ne se brisent. Un petit miracle qui lui redonna le sourire. À l'issue des 3 heures, les forgerons déposèrent leurs outils. Les juges examinèrent les œuvres avec attention. Les couteaux de Paul et Cody furent salués pour leur symétrie et la qualité de l'acier. Malheureusement, les failles structurelles dans le métal de Gary étaient trop importantes. Avec beaucoup de douceur, les juges lui expliquèrent que son aventure s'arrêtait là. Gary quitta la forge la tête haute, fier d'avoir participé à cette belle expérience humaine. La 2e épreuve attendait les candidats restants. Ils disposaient de 2 heures pour ajouter une garde et 2 manches à leur couteau, les transformant ainsi en outils fonctionnels. Le travail du laiton et du bois demandait une finesse différente de celle du forgeage. Cody décida d'utiliser des rivets pour fixer ses manches. Mais un mauvais alignement bloqua l'un d'eux, l'obligeant à faire preuve d'ingéniosité pour réparer son erreur. Dans la précipitation, il s'érafla légèrement le doigt sur la ponceuse.
Une blessure sans gravité qui fut rapidement soignée avec un pansement et un sourire encourageant de l'équipe médicale. Les tests de solidité et de tranchant mirent les créations à rude épreuve. Les couteaux durent affronter des plaques de métal et des cibles suspendues. Les œuvres de Paul et Cody démontrèrent une robustesse impressionnante, prouvant la qualité de leur traitement thermique. Tim, un autre forgeron talentueux présent ce jour-là, vit malheureusement ses manches jugées trop volumineux et inconfortables, ce qui entraîna son élimination. Il partit avec philosophie, rappelant que l'apprentissage est éternel et que la passion de la forge ne s'éteint jamais. Paul et Cody se retrouvèrent en finale, face à un défi majestueux. Reproduire une arme historique fascinante, la 5DEA. Cette épée de la noblesse italienne de la Renaissance, large de 5 doigts à sa base, se distinguait par ses multiples gouttières, conçues pour alléger la lame tout en conservant sa force. Ils eurent 4 jours dans leurs forges respectives pour accomplir ce chef-d'œuvre. De retour chez lui, Paul opta pour un acier robuste et façonna un manche en acier de Damas somptueux, intégrant des motifs complexes. Il travailla avec une constance remarquable, surmontant les difficultés de la trempe avec astuce en isolant son four pour conserver la chaleur. Cody, de son côté, se lança dans la création d'un acier feuilleté de 155 couches. Un travail d'orfèvre qui demanda patience et précision. Les gouttières, au nombre de 12 au total, exigèrent une concentration infinie pour ne pas affaiblir la structure de la lame. Le jour des tests finaux, les 2 épées brillaient sous les lumières du plateau, symbole de l'excellence de leur créateur. Les épreuves, conçues pour tester l'ergonomie, la solidité et le tranchant, furent menées avec le plus grand respect pour le travail fourni. Les lames tranchèrent les cibles avec une facilité déconcertante et résistèrent aux chocs sans la moindre ébrécheur. La décision fut extrêmement difficile pour les juges. L'épée de Paul était magnifique, mais légèrement trop lourde pour être maniée avec aisance. Celle de Cody, parfaitement équilibrée et d'une netteté redoutable, remporta les suffrages. Dans un esprit de grande fraternité, Paul félicita Cody, honoré d'avoir partagé cette aventure avec un artisan de ce calibre. Cody, ému, accepta le titre et la récompense, conscient que l'amitié et le respect forgés lors de cette compétition étaient ses véritables trophées. Le grand tournoi ne s'arrêta pas là. Une nouvelle édition, baptisée la bataille des couteaux, rassembla 4 nouveaux talents. Bill Peace, soutenu par son épouse, Rhys. Un jeune prodige de 18 ans ayant tout appris par lui-même, Thomas Franklin, 34 ans, inspiré par sa passion pour la cuisine, et Carrie O'Connor, 45 ans, professeur d'arts martiaux cherchant la perfection du geste. La compétition commença par une épreuve inédite. Les candidats apportèrent une lame forgée chez eux pour être immédiatement testée sur des blocs de glace. Cette épreuve spectaculaire mettait en lumière la résistance de leurs œuvres personnelles. Les créations de Bill, Thomas et Carrie passèrent le test avec succès. Malheureusement, le manche du couteau de Rhys s'avéra trop petit et inconfortable, l'éliminant d'emblée. Le jeune homme prit cette décision avec une immense maturité, promettant de retourner à son enclume pour s'améliorer, fort de cette belle expérience. Le deuxième défi imposa aux 3 artisans restants de forger une dague à pousser en seulement 2 heures. Ce délai extrêmement court mit leur nerf à rude épreuve. Il fallait assembler un acier feuilleté, forger la forme particulière en thé de larme et tremper la lame avant la fin du temps imparti. Thomas géra son temps avec l'efficacité d'un chef cuisinier, attendant le moment parfait pour frapper son métal. Bill connut des sueurs froides lorsque sa soudure menaça de céder sous la presse. Mais il trouva la force de continuer en regardant les mots d'encouragement que sa famille avait inscrits sur ses gants. Carrie tenta une technique complexe de torsion de l'acier, magnifique mais chronophage. Le temps manqua cruellement, et sa dague se révéla mal proportionnée, le manche empiétant trop sur la lame. Les juges, tout en saluant son homme, présentèrent des œuvres d'art époustouflantes. La 5DA de Paul, robuste et masculine, brillait par la beauté de son manche orné de motifs subtils. Celle de Cody, véritable bijou d'orfèvrerie métallique,
dévoilait des motifs hypnotiques sur toute sa longueur. Les tests furent spectaculaires, évaluant la capacité des épées à trancher et à résister au choc sans jamais se briser. Les deux armes accomplirent des merveilles, prouvant l'immense talent de leur créateur. Cependant, l'épée de Cody offrait un équilibre légèrement supérieur et une maniabilité exceptionnelle qui fit pencher la balance en sa faveur. Cody fut couronné grand vainqueur, recevant les 10 000 $ avec une émotion palpable. Paul, d'une grande noblesse, le félicita chaleureusement. Il repartit le cœur léger, fier de son œuvre, affirmant qu'il était prêt à reprendre le marteau dès le lendemain. Cette compétition s'achevait sur une note éclatante de fraternité et de respect du travail bien fait. Mais la forge ne s'éteint jamais vraiment. Une nouvelle aube se leva sur un défi inédit et redoutable, le combat des couteaux. Cette fois, 4 nouveaux forgerons apportaient leur propre création, forgée chez eux, pour une évaluation immédiate qui éliminerait l'un d'eux avant même d'avoir allumé un feu. Bill Peace, un homme charmant originaire de l'Ohio, forgeron amateur depuis 4 ans. Presenta un magnífica couteau en acier d'amassé de 160 cuches. Soutenu par l'amour indéfectible de son épouse. Luis. Un jeune prodige de 18 ans qui avait appris son art en autodidacte grâce à des vidéos éducatives. Apporta une machette robuste forgée à partir d'un ressort de suspension en acier de type 5160. Thomas Franklin, 34 ans. Ancien cuisinier converti à la forge par amour de la gastronomie et encouragé par sa femme. Dévoila une lame élégante en acier 1070 avec des rivets en maille-shore. Enfin, Carrie O'Connor, professeur d'arts martiaux de 45 ans, proposa un poignard d'inspiration géorgienne en acier de roulement de type 5200, doté d'un manche en séquoia d'une grande poésie. Le premier test consistait à frapper violemment un bloc de glace massif. Une épreuve terrifiante pour tout créateur, redoutant de voir des heures de travail se briser en éclats. Bill passa le test avec succès, son Damas prouvant sa fantastique résilience. Thomas impressionna les juges avec la symétrie parfaite de son manche et la résistance de son fil. Le poignard de Carrie se montra léger, agile et fonctionnel. Rhys, bien que son arme ait survécu au choc, vit son rêve s'interrompre. Les juges estimèrent que son manche était trop fin et inconfortable par rapport à la force de frappe. Requise. Le jeune homme quitta l'arène avec une maturité exceptionnelle pour ses 18 ans. Remerciant les juges pour cette opportunité en or et promettant d'améliorer ses techniques dès son retour à la maison. Les 3 survivants, Bill, Thomas et Carrie, affrontèrent ensuite un défi frénétique. Forger une dague à pousser. Une arme à double tranchant nécessitant une ergonomie parfaite pour s'insérer entre les doigts. Et ce, en seulement 2 heures. Les matériaux fournis étaient des barres d'acier au carbone 1095 et d'acier au nickel de type 15. L'atelier se transforma en un tourbillon d'activité. Le temps, cet ennemi invisible, filait à toute allure. Pour gagner de précieuses minutes, Carrie opta pour une torsion de l'acier afin de créer un motif rapide et élégant. Un pari risqué où la moindre inclusion d'air pouvait ruiner la pièce. Bill, dans la précipitation, utilisa une trop grande quantité de métal, se retrouvant avec un bloc énorme qu'il eut toutes les peines du monde à affiner. La pression faillit le faire abandonner, mais un regard sur ses gants de protection, où sa femme et ses enfants avaient inscrit des mots d'encouragement, lui redonna une force inébranlable. Lors d'un moment de précipitation, Carrie s'érafla légèrement le doigt sur la ponceuse. Un incident mineur rapidement soigné par les secouristes bienveillants de l'émission, soulignant l'importance cruciale de la sécurité dans cet art exigeant. Thomas, naviguant avec la précision d'un chef étoilé en plein coup de feu, parvint à donner à sa lame une géométrie audacieuse, bien qu'il dût lutter jusqu'à la dernière seconde pour l'assemblage. À l'issue des 2 heures, les 3 hommes présentèrent des œuvres inachevées mais pleines de promesses. Cependant, la dague de Carrie, bien que dotée d'une lame magnifique, possédait un manche jugé beaucoup trop volumineux, rendant la prise en main inadéquate. Il fut éliminé.
mais exprima une gratitude infinie d'avoir pu réaliser le rêve de sa vie en participant à cette émission qu'il chérissait tant. Le duel final mit face à face Bill et Thomas. Une épreuve marathon de 6 heures les attendait. Non seulement devaient-ils finaliser et parfaire leur dague à pousser, mais ils devaient également recréer un couteau de combat légendaire imaginé par le grand maître Colin Sage. Cette nouvelle lame devait mesurer entre 43 et 48 cm, arborer une pointe spécifique en bec d'oiseau et posséder une largeur minimale de 8 cm. La technique exigée était vertigineuse. Fabriquer un cœur en acier à haute teneur en carbone de type 80. Enveloppé par une structure damassée selon la méthode ancestrale de superposition à 3 couches. Dès la première minute, l'arène se remplit d'une énergie créatrice folle. Forger 2 armes simultanément, jongler entre les températures, les soudures et les finitions, relevait de l'exploit sportif. Bill prit un départ fulgurant, réalisant ses soudures avec une maîtrise technique impressionnante. Thomas luttait pour étirer son acier afin d'atteindre la largeur réglementaire des 8 cm. Son marteau s'abattant avec une détermination héroïque sur le métal incandescent. L'étape cruciale de la trempe fut un moment de pure magie et de suspense. Plonger une lame composée de 3 aciers différents dans l'huile froide est un acte de foi. Les tensions internes peuvent faire courber, voire briser la lame. Bill constata une légère déformation qu'il tenta de redresser avec une douceur infinie. Acceptant les imperfections comme les cicatrices honorables d'une bataille contre le temps. Dans la dernière heure, la création des manches devint le théâtre de drames miniatures. Bill, fixant son pommel, vit la tige filetée se briser net suite à un choc thermique provoqué par un refroidissement trop rapide à l'eau. Dans un élan de génie et de résilience, il décida de ressouder la pièce en la laissant refroidir naturellement, sauvant ainsi son œuvre de la destruction. Thomas, quant à lui, accumulait les retards, travaillant une matière synthétique extrêmement robuste pour son manche. Il manqua de temps pour adoucir les angles et peaufiner les contours. Le retentissement de la cloche finale fut accueilli par des souffles d'épuisement et des sourires de délivrance. Lors de l'ultime phase de test, les dagues et les couteaux de combat durent affronter des mannequins balistiques pour prouver leur fonctionnalité et leur ergonomie. Les créations de Bill, bien qu'imparfaites sur le plan visuel, se révélèrent être des outils d'une efficacité redoutable, solidement ancrés dans la main et tranchant avec une précision chirurgicale. Lorsque vint le tour de Thomas, les juges durent se rendre à l'évidence. Le manche de son couteau de combat, inachevé, présentait des échardes et des arêtes tranchantes qui rendaient son utilisation dangereuse pour le porteur. Avec une grande tristesse, mais au nom de la sécurité, principe fondamental de la forge, les juges refusèrent de tester l'arme. Thomas fut éliminé, mais il partit la tête haute, fier d'avoir repoussé ses propres limites et conscient que quelques minutes supplémentaires auraient suffi à changer l'histoire. Bill Peace fut déclaré grand champion de ce combat des couteaux. Émerveillé, presque incrédule, il réalisa que la persévérance, le soutien de sa famille et son amour inconditionnel pour le travail de l'acier l'avaient mené au sommet. Remportant les $10 000, il prouva que dans la chaleur de la forge, ce n'est pas seulement le métal qui se transforme, mais aussi l'esprit humain, forgé par la passion, purifié par l'effort et illuminé par la belle camaraderie de ceux qui partagent la flamme. La grande forge s'éveillait sous les lumières éclatantes des projecteurs. Un sanctuaire dédié à l'art ancestral du métal, où la chaleur des flammes se mêlait à l'enthousiasme palpable des artisans. L'air était chargé de l'odeur caractéristique du charbon et de l'acier chaud. Une atmosphère familière et réconfortante pour ceux qui maniaient le marteau. Aujourd'hui, ce n'était pas un jour ordinaire. Le grand tournoi des forgerons allait réunir des passionnés d'horizons divers, tous animés par un amour commun pour la création et le dépassement de soi. Parmi eux se tenait Paul Raspe, un homme de 42 ans au regard pétillant d'intelligence. Ingénieur en électricité de profession, ayant consacré de longues années à travailler pour des projets spatiaux prestigieux, il abordait la forge avec un esprit analytique. Malheureusement, Thomas n'avait pas eu le temps de finaliser les finitions de son manche. Par mesure de sécurité et dans un souci d'équité bienveillante,
Les juges décidèrent de ne pas soumettre son couteau au test dynamique. Car les échardes et les angles vifs risquaient de blesser le testeur. Mon manche n'était pas maniable, admit Thomas avec une immense humilité et un grand sourire. Mais je suis tellement fier de ce que j'ai accompli. Avec quelques minutes de plus. Cela aurait été parfait. Je rentre chez moi heureux. L'animateur se tourna vers Bill, l'homme au grand cœur soutenu par l'amour de sa famille. Bill, tu remportes cette première édition du combat de couteau. Et le chèque de 10 000 $. Toutes nos félicitations. Bill, submergé par l'émotion, leva les bras au ciel. C'est un rêve qui devient réalité, dit-il, la voix tremblante de joie. C'était incroyable, stressant, mais merveilleux. La forge s'éteignit doucement sur ces mots de bonheur, laissant dans l'air le parfum chaud du travail bien fait. La compétition s'achevait, non pas sur des rivalités amères, mais sur la célébration d'une passion commune. L'art de la forge continuait de rassembler les hommes, de leur enseigner la patience, le respect des éléments, et la joie immense de créer de ses propres mains. Une véritable fraternité de l'enclume. L'air de la forge vibrait d'une chaleur ardente et familière. Une symphonie de marteaux frappant l'enclume et de flammes rugissantes qui annonçait le début d'une nouvelle grande aventure humaine. Sous les projecteurs éblouissants, ce n'était pas seulement un atelier. C'était un temple de la création où le fer et le feu s'unissaient sous la volonté de passionnés venus partager leur article. L'atmosphère était chargée d'une excitation palpable, teintée d'un profond respect mutuel. Au cœur de cette arène lumineuse se tenaient 4 hommes, unis par une même flamme intérieure. Paul Raspe, un homme de 42 ans au regard pétillant d'intelligence, arborait un sourire serein. Ingenieur électricien de profession. Ayant consacré une grande partie de sa carrière à la prestigieuse Agence spatiale nationale, il considérait la forge comme une extension naturelle de son amour pour la physique et la thermodynamique. À ses côtés se trouvait Cody Adelson, un jeune homme de 29 ans débordant d'énergie, qui forgeait depuis 2 ans avec une passion dévorante. Cody avait eu la chance d'apprendre auprès de Tyler, un ancien vainqueur estimé. Et il portait en lui cet héritage de savoir-faire avec une immense gratitude. Non loin d'eux, Gary Riemann, du haut de ses 23 ans, irradiait d'une joie de vivre contagieuse. Forgeron amateur depuis 5 ans, il voyait la forge comme un formidable terrain de jeu. Avec son rire franc, il avouait volontiers que lorsqu'il se retrouvait autour d'une enclume avec ses amis, c'était un joyeux bazar, une réunion de passionnés fascinés par les objets tranchants. Enfin, Tim, un forgeron d'expérience, complétait ce quatuor avec une force tranquille. Le silence se fit lorsque les hôtes et les juges de la compétition firent leur apparition. Ces experts bienveillants étaient là non pas pour rabaisser, mais pour élever ces artisans, pour tester leur création avec rigueur et équité. L'enjeu était de taille. Le vainqueur remporterait la somme magnifique de 10 000 $. Le premier défi fut dévoilé avec une théâtralité joyeuse. Les forgerons devaient retirer le tissu recouvrant leurs enclumes pour découvrir leur matériel. La tâche était monumentale, réaliser non pas un, mais 2 couteaux identiques en seulement 3 heures. En utilisant la technique complexe de l'acier d'amas en boîte. Le cahier des charges exigeait des lames mesurant entre 18 et 23 cm. Pour pimenter le tout, le matériau de base provenait de lourds sacs de frappe remplis de fragments d'acier. L'ingéniosité des forgerons se mit immédiatement en marche. Cody, méthodique et soucieux de la perfection, entreprit de nettoyer méticuleusement l'intérieur de ces boîtes métalliques avec de l'acétone pour éliminer toute impureté susceptible de compromettre la soudure. Paul, fort de son esprit d'analyse, décida de séparer les matériaux. Une boîte accueillerait toutes les pièces massives, tandis que l'autre contiendrait la poudre d'acier, espérant ainsi obtenir un motif unique et homogène. Pendant ce temps, Gary, porté par son enthousiasme débordant, choisit une approche plus audacieuse, remplissant rapidement ses récipients pour les confier au feu sans tarder. La maîtrise de la température était le secret de cette technique. Il fallait atteindre cette couleur spécifique, semblable à celle du beurre fondu, indiquant que l'acier était prêt à fusionner. Sous la chaleur écrasante,
Les forgerons dansaient un ballet millimétré entre les forges rugissantes et les presses hydrauliques. Tim fut le premier à obtenir une soudure parfaite, son visage s'illuminant de satisfaction. Cody suivit de près, manipulant la presse avec une délicatesse remarquable. La tension était à son comble lorsque Paul s'attaqua à l'étirement de son acier avec une rapidité stupéfiante, prouvant que son esprit d'ingénieur calculait chaque mouvement avec précision. Cependant, la forge est une maîtresse capricieuse. Gary, malgré sa belle énergie, vit apparaître une fissure sur l'une de ses pièces. Une délamination, ce cauchemar du forgeron où les couches d'acier refusent de s'unir. Loin de se laisser abattre, il fit preuve d'une résilience admirable, tentant de combler les vides avec acharnement. Les 3 heures s'écoulèrent à une vitesse folle. Lorsque le compte à rebours s'acheva, les 4 hommes posèrent leurs outils. Épuisés mais le cœur rempli de fierté. Le moment de l'évaluation était venu. Les juges examinèrent chaque création avec un œil expert et bienveillant. Les lames de Tim montraient quelques irrégularités mineures mais possédaient une épaisseur suffisante pour être corrigée. Celle de Paul était magnifiquement solide, tout comme celle de Cody qui frôlait la perfection géométrique. Malheureusement, les délaminations structurelles sur le travail de Gary ne pouvaient être ignorées. Avec beaucoup de douceur, les juges lui annoncèrent son élimination. Loin d'être amer, le jeune homme de 23 ans quitta l'atelier avec le sourire. Heureux d'avoir participé à cette belle aventure humaine et d'avoir partagé sa passion. Le deuxième tour débuta sans transition pour les 3 artisans restants. Ils disposaient de 2 heures pour transformer leur lame en arme pleinement fonctionnelle, en y ajoutant des gardes et des manches. Le défi était titanesque. Cody opta pour une garde en laiton, un matériau noble mais capricieux. Paul, naviguant avec fluidité à travers les obstacles, adapta sa stratégie en soudant sa garde pour gagner un temps précieux. Tim, quant à lui, rencontra des difficultés inattendues avec ses manches. La colle époxy et les rivets refusant de coopérer pleinement. Lors des tests de résistance et de tranchant, les armes dures prouvaient leur valeur. Les lames frappèrent des plaques de métal et tranchèrent des matériaux résistants. Les créations de Paul et Cody passèrent les épreuves avec brio, démontrant une géométrie de coupe exceptionnelle et une robustesse à toute épreuve. Malheureusement pour Tim, ses manches, jugées trop massifs et inconfortables, entravaient l'utilisation de ses lames. Il fut éliminé à son tour. Faisant preuve d'une sagesse touchante, Tim déclara que la victoire n'était qu'éphémère, tandis que l'apprentissage, lui, était éternel. Il promit de forger jusqu'à son dernier souffle, emportant avec lui le respect de tous. La grande finale opposa donc Paul à Cody. L'ultime épreuve consistait à recréer chez eux, en 4 jours, une arme historique fascinante. La Cinquedea. Cette épée de la noblesse italienne des XVe et XVIe siècles tirait son nom de sa largeur monumentale à la base, mesurant l'équivalent de 5 doigts. Les forgerons devaient réaliser une lame mesurant entre 66 et 71 cm, dotée de 6 gouttières de chaque côté pour l'alléger, soit 12 au total. Une véritable prouesse technique. De retour dans leurs ateliers respectifs, les 2 finalistes firent face à l'immensité de la tâche. Cody, virtuose des métaux superposés, se lança dans la création d'un motif complexe mêlant 155 couches d'acier au nickel de type 15 et d'acier au carbone 1084. Paul, de son côté, connut un revers lorsque sa première tentative d'acier damassé se fissura. Faisant preuve d'un sang-froid admirable, il adapta immédiatement son plan, choisissant un acier à haute teneur en carbone très fiable pour assurer la solidité de son arme, tout en réservant son acier damassé pour les finitions sublimes de la poignée. Les jours filèrent, remplis de sueur, de calculs minutieux pour creuser les gouttières sans fragiliser l'ensemble, et d'étapes de trempe délicates où le métal, chauffé à blanc, était plongé dans l'huile pour acquérir sa dureté finale. Paul dut même ruser avec son four, trop court de quelques centimètres, utilisant de la fibre de verre isolante pour maintenir la température vitale. De retour sur le plateau, les 2 hommes, vous avez tous apporté des lames magnifiques que vous avez forgées chez vous, avec amour et dévouement, pour déterminer qui accédera à la suite de l'aventure.
Nous allons immédiatement tester vos créations avec un de nos tests préférés, le bloc de glace. Chapitre 7. La magie de la glace. Le test du bloc de glace était moins un test de force brute qu'une évaluation de la géométrie. De la géométrie de la lame, de la résilience de l'acier et de l'ergonomie du manche. Taper dans la glace nécessitait une lame parfaitement trempée, ni trop dure pour ne pas se briser, ni trop tendre pour ne pas se tordre. Le juge Jay, toujours souriant et encourageant, prit la lame de Bill. Le couteau en acier de Damas traversa la glace avec une aisance remarquable, projetant des cristaux scintillants sous la lumière des projecteurs. « Bill, félicitations !» dit Jay avec chaleur. « J'adore les motifs de ton Damas. La lame a parfaitement tenu. Je suggérerais juste un manche un peu plus texturé pour une meilleure prise en main. Mais c'est un travail magnifique. » Rhys observait avec une légère appréhension. Sa machette, bien que robuste, possédait un manche fin. Lorsque le juge testa l'arme, la lame résista merveilleusement bien, prouvant la qualité du traitement thermique que le jeune homme avait su réaliser seul dans son jardin. Cependant, le manche s'avéra un peu trop petit pour assurer un confort optimal. « C'est un excellent travail pour ton âge, Rhys. L'arête de coupe est impeccable. » Le rassura gentiment le juge. Thomas vit son élégant couteau de cuisine passer le test avec brio. La lame ne bougea pas d'1 millimètre, gardant tout son tranchant et sa grâce géométrique. Les proportions sont belles, le manche est confortable, c'est une grande réussite, Thomas, déclara le juge, provoquant un large sourire sur le visage du cuisinier forgeron. Enfin, Carrie regarda son quinjal fendre la glace. Le bois de séquoia offrait un contraste magnifique avec les éclats gelés. L'arme était légère, vive et parfaitement symétrique. « C'est un couteau très fonctionnel, Carrie, » commenta le jury. « Léger et tranchant. Un beau travail. » La décision fut difficile pour les juges. Ils devaient éliminer un candidat, non pas parce que son travail était mauvais, mais parce que, dans cette célébration de l'excellence, il fallait faire des choix. Avec beaucoup de bienveillance. Ils expliquèrent à Rhys que la taille de son manche le pénalisait légèrement par rapport à l'ergonomie des autres couteaux. « Merci de m'avoir donné ma chance, » dit Rhys avec une maturité impressionnante. Le sourire aux lèvres. « Je vais certainement commencer à forger des manches plus grands à partir de maintenant. J'ai hâte de retourner à ma forge et de continuer à apprendre. » Son départ fut salué par des applaudissements remplis d'affection. Le futur de l'artisanat était entre de bonnes mains avec des jeunes d'une telle positivité. Chapitre 8. Le poignard de poussée. Pour Bill, Thomas et Carrie, l'aventure continuait avec un défi intense et fascinant. Forger un poignard de poussée en seulement 2 heures. Ce type de lame, caractérisé par un manche perpendiculaire, demandait une réflexion ergonomique poussée. L'arme devait se loger parfaitement entre les doigts, répartissant la force de manière harmonieuse. Les 3 hommes disposaient de barres d'acier au carbone et d'acier enrichi au nickel. Le défi supplémentaire était de réaliser, dans ce laps de temps très court, un motif en acier de Damas. 2 heures, c'est très rapide, confia Gary. Mais je suis là pour donner le meilleur de moi-même et découvrir de quoi je suis capable. La forge s'illumina de 1000 étincelles. Bill, toujours optimiste, commença à assembler ses couches de métal. Il s'amusa même de ses propres petites erreurs. « J'ai pris 3 fois trop d'acier », rit-il en voyant l'immense bloc qu'il essayait de manipuler. « Si j'avais pris moins de matière, j'aurais été tellement en avance. » Mais au moment où la fatigue commençait à pointer, Bill regarda ses gants de protection. Ses enfants et sa femme y avaient écrit des petits mots d'encouragement. En lisant leurs mots, je me suis dit, on continue. On ne lâche rien. C'est pour eux que je fais ça. Cet amour familial lui redonna une énergie nouvelle. Thomas, habitué à la rigueur des cuisines et à la gestion du temps, menait son travail avec une cadence méthodique. Il laissa son bloc chauffer patiemment, sachant que la précipitation dans le processus de soudure forge est l'ennemi de la perfection. Une fois l'acier brillant d'une lumière solaire, il utilisa le pilon mécanique avec assurance, forgeant une lame pleine soit solide et esthétique.
Carrie choisit une méthode complexe, la torsion de l'acier de Damas. C'était un processus éducatif magnifique à observer. En tordant la barre de métal chauffée à blanc, il créait des motifs en forme d'étoiles et de spirales à l'intérieur même de la structure moléculaire de l'acier. C'était un acte de pure création poétique. Cependant, cette technique prenait beaucoup de temps. Et Carrie dut se dépêcher pour concevoir la poignée. Les 2 heures s'écoulèrent dans un ballet de gestes précis, d'entraide tacite et de concentration joyeuse. Lorsque le temps fut écoulé, les forgerons présentèrent leurs poignards. Encore inachevés mais riches de promesses. Les juges, avec leur œil expert, prodiguèrent de précieux conseils éducatifs. Ils expliquèrent l'importance de la forme du manche pour éviter les blessures, soulignant qu'un manche trop carré ou trop éloigné de la lame pouvait créer des points de tension sur les doigts. Carrie, malgré son magnifique motif torsadé, avait manqué de temps pour affiner l'ergonomie de son manche, qui se révélait un peu trop volumineux. Les juges, louant son audace et la beauté de son métal, durent s'en séparer. « J'ai réalisé un rêve en venant ici », confia Carrie, empreint d'une grande paix intérieure. Je voulais participer depuis le tout premier épisode. Je n'ai aucun regret. J'ai fait de mon mieux et l'expérience était incroyable. L'esprit martial de Carrie, fait d'acceptation et de gratitude, illumina la fin de cette manche. Chapitre 9, l'ultime chef-d'œuvre. Bill et Thomas, les 2 finalistes, se tenaient prêts pour la dernière ligne droite. Leur ultime défi était de reproduire un magnifique couteau de combat historique, avec une lame en acier de Damas insérée dans une gangue d'acier carbone. Une technique traditionnelle fascinante appelée 100 mai. Cette méthode, venue d'Asie, combinait la flexibilité d'un cœur en Damas avec la dureté des arêtes en acier à haute teneur en carbone, unifiant le meilleur des 2 mondes métallurgiques. De plus, ils devaient finaliser les manches de leurs poignards de poussée. Ils disposaient de 6 heures. Un marathon de créativité. Bill se lança dans la danse de la forge avec une belle humeur communicative. Je jongle entre le poignard et le grand couteau de combat. C'est sportif. Mais j'adore ça, s'exclamait-il. Thomas travaillait avec une concentration absolue, tapant le métal en cadence. Son geste était fluide, chaque coup de marteau semblant sculpter la lumière autant que l'acier. Le moment de la trempe arriva, ce rituel quasi mystique. Bill plongea sa longue lame incandescente dans le bac d'huile chaude. L'huile s'enflamma brièvement, une belle colonne de feu contrôlée. En la ressortant, il remarqua une légère courbure. Avec beaucoup de calme, il redressa doucement le métal encore chaud. « Ce n'est pas parfait, mais je suis heureux d'avoir réussi à la sauver, » dit-il, philosophique. La construction des manches fut la dernière étape, délicate et exigeante. Thomas choisit un matériau synthétique ultra-résistant, le micarta. Ce choix, bien que pertinent pour la solidité, se révéla difficile à travailler sous la pression du temps. Il peina à percer et façonner la matière, luttant avec acharnement jusqu'aux dernières secondes. Bill, de son côté, opta pour un montage classique, fixant un pommeau en laiton. Lors de l'assemblage, le filetage de sa tige se cassa. Loin de paniquer, il prit une grande respiration, refit une soudure, attendit sagement que le métal refroidisse, et réussit à fixer solidement son pommeau. La patience avait triomphé. À la fin du temps réglementaire, les 2 hommes déposèrent leurs armes, épuisés mais souriants, fiers d'être allés au bout d'eux-mêmes. Chapitre 10. La célébration du talent. Les tests finaux étaient une démonstration éducative de la physique de la coupe et de l'importance du design. L'expert en arts martiaux historiques testa d'abord les poignards de poussée sur un mannequin balistique. L'arme de Bill offrait une ergonomie merveilleuse. La lame courte et acérée se glissant avec fluidité, sans le moindre effort, protégeant la main de son utilisateur. Vint ensuite le test du grand couteau de combat. L'arme de Bill, bien qu'un peu lourde, prouva une efficacité de coupe impressionnante. Son acier 100 maintint toutes ses promesses de solidité et de résilience.